Nous sommes en guerre. L'idée, c'est de marier la science et la culture. Bonsoir à tous. Bienvenue, cher public, à notre jeu débat. S'interroger sur le sens, je pense que c'est assez essentiel. Je crois que c'est une question importante, effectivement. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Mais si on imagine autre chose ? Le monde, par défaut, va pas forcément dans la bonne direction. Il faut accepter de sortir de ce qu'on sait. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et tout cela se fera bien sûr avec un souci de rigueur, de scientificité et d'originalité. Bonjour et bienvenue à la 5e édition du Festival des idées Paris qui, cette année, explore les nouvelles normalités. Je suis Samia Seri, je travaille à l'Université de Paris et je rejoins cette année l'équipe formidable du Festival des idées Paris. Un festival qui est porté par l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, qui regroupe Université de Paris, Université Sorbonne Paris-Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École normale supérieure d'architecture Val-de-Seine et l'Institut national d'études démographiques. Chaque année, le festival met en lumière un enjeu sociétal majeur en invitant des chercheuses et des chercheurs de l'ensemble des disciplines scientifiques à se rencontrer, à dialoguer et à échanger avec vous, notre cher public. Notre engagement n'est pas bien entendu de simplifier le discours scientifique, mais de révéler la complexité des sujets qui nous touchent pour pouvoir les étudier sous tous leurs angles. Cette année, le thème des nouvelles normalités s'est imposé à nous. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien, que cela soit du point de vue professionnel que personnel. Et cette problématique ne se limite pas à la question de la pandémie. Les formes de militantisme, le féminisme au XXIe siècle, les migrations, la lutte contre le racisme sont autant de sujets qui nous tendent à faire émerger de nouvelles normalités. La normalité est en construction permanente. Elle est nécessairement mouvante et plurielle. Ce sont ces questions que nous explorons cette année. Et tout cela se fera avec rigueur, avec scientificité et avec originalité. Bienvenue au Festival des idées Paris 2020. Merci à Aurélia Michel, historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Paris, et merci à Sonia Zanad, journaliste à The Conversation, à qui je passe la parole immédiatement pour animer ce webinaire consacré au racisme ordinaire. Merci Samia, bonjour à toutes et à tous et merci à vous de participer, d'être aussi nombreux à participer à cette discussion dans le cadre du Festival des idées Paris. Nous sommes ensemble pour 45 minutes et vous avez à votre disposition un espace, un chat pour vos questions qui nous seront transmises pendant ces 45 minutes. Donc on les prendra pour certaines au fur et à mesure, peut-être pas toutes, mais n'hésitez pas en tout cas à les poser au fil de la discussion. Donc aujourd'hui, nous allons parler de racisme ordinaire, entre guillemets, et nous sommes pour cela avec Aurélia Michel. Bonjour Aurélia Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc historienne, maîtresse de conférences en histoire des Amériques noires à l'Université Paris Diderot, et vous avez récemment signé Un monde en nègre et blanc, sous-titre Enquête historique sur l'ordre racial, qui est un essai paru aux éditions du Seuil et que voici. Et qui est un ouvrage remarquable, qui est très documenté évidemment, et aussi très accessible, une synthèse vraiment magistrale de l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et de ses conséquences, des liens que ces constructions entretiennent encore avec la période que l'on vit et avec le racisme actuel. C'est un livre qui démontre que finalement cette histoire est encore très actuelle, qu'elle nourrit directement les violences dont nous abreuve l'actualité malheureusement, et je pense non seulement à George Floyd aux États-Unis, mais aussi en France plus récemment, par exemple à l'histoire de la fiction raciste au sujet de la députée Danielle Obono dans Valeurs actuelles. Donc on voit bien que ces traces de racisme persistent et qu'elles sont, c'est même pas des traces, qu'elles sont très vives encore aujourd'hui. Et la question qu'on pourrait se poser ensemble aujourd'hui, c'est comment on en vient finalement à employer cette expression de racisme ordinaire, c'est-à-dire que c'est devenu en fait habituel,
on n'est plus, au sens où on n'est plus surpris par le racisme et par ses manifestations, tout en reconnaissant le plus souvent et heureusement que ce n'est pas normal. Donc on va explorer ça ensemble. Et peut-être pour commencer, j'aimerais vous demander, Aurélia Michel, pourquoi, quelle est la nécessité qui a présidé à l'écriture de cet essai? Finalement, pourquoi on a tant de difficultés à articuler cette pensée aujourd'hui, c'est-à-dire à comprendre les liens, les coutures que vous faites très bien apparaître entre histoire de l'esclavage, histoire de la colonisation et racisme aujourd'hui. On voit bien que les débats des passionnés sont rares et que bien qu'on ait toutes les connaissances, il manque des liens qui permettraient de penser cette histoire-là. Donc, est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est l'idée qu'on en aurait fini avec le racisme? Bah écoutez, justement, ce livre, je crois, il appartient aussi à une séquence historique. Hein, je l'ai écrit dans un contexte. Bon, j'ai commencé ce projet il y a quelques années, quand moi-même j'étais amenée à donner des cours en fait sur la traite atlantique et l'histoire de l'esclavage aux Amériques. Et je reconnais qu'avant de donner ces cours, j'étais pas tout à fait, j'étais à la fois consciente comme tout le monde de cette histoire. Hein, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, voilà, qui est dans notre imaginaire. Et pour autant, ça n'est qu'en préparant ces cours que j'ai pris conscience d'abord de l'immense violence de cette histoire et surtout de sa connexion avec une violence qui existait dans les rapports sociaux et qui relevait peut-être justement de ce racisme ordinaire, hein, d'un racisme à la limite auquel je pouvais contribuer, moi, par ma position de femme blanche, de milieu favorisé, voilà. Et donc, cette connexion que j'ai faite grâce à une approche historique, hein, puisque c'est mon métier, m'a paru manquer dans le débat public, dans la mesure où elle m'avait moi-même manqué pour comprendre la nature de la violence des rapports sociaux dits racistes et qui justement ne sont pas, si vous voulez, je ne me suis pas intéressée au racisme explicite, tel qu'il peut d'ailleurs surgir dans l'actualité récente. Hein, vous faisiez allusion à Valeurs Actuelles ou à d'autres incidents ou accidents ou même crimes qui sont commis dans l'actualité, mais plutôt justement un racisme qui n'est pas explicite. Parce qu'en fait, pour des gens de ma génération, poser la question de la race, d'ailleurs vous avez sûrement constaté aussi que c'est une question qui peut tout de suite conduire à des situations très tendues, d'agressivité, de réaction, etc. Parler du racisme, c'est extrêmement accusatoire. Hein. En tout cas pour ma génération, le racisme c'est mal. Le racisme c'est même le fondement, enfin le crime du racisme est même le fondement de notre ordre démocratique, puisque c'est en réaction finalement à la Shoah et au fondement de nos démocraties contre l'ultime crime racial donc, qui s'est déroulé à la fin des années 40. C'est à partir de là que notre notion de bien et de mal, finalement, s'est construite dans nos démocraties. Donc, il est impossible de dire je suis raciste. Enfin, récemment, c'est devenu plus possible, malheureusement. Mais enfin, en tout cas, c'est pas au racisme avéré de quelques-uns, de quelques fanatiques que je voulais m'adresser, mais plutôt à un racisme qui n'est pas assumé comme tel et qu'il fallait dévoiler. Voilà. Et dans ce dévoilement, je me suis intéressée aux non-dits, hein, aux implicites, aux inconscients, qui accompagnent les rapports sociaux. Et cet inconscient, je le situe dans ce que j'ai moi-même dévoilé en me plongeant dans ces récits de l'esclavage, c'est-à-dire une violence collective, de mémoire collective, qui reste, disons, lovée et très présente, au fond, dans nos rapports sociaux. Alors, à ce titre,
le titre justement que vous avez choisi pour le livre est très parlant, Un monde en nègre et blanc. En fait, pour affronter et confronter ce déni qui nous concerne toutes et tous, comme vous le soulignez, il est très important d'employer les bons termes et surtout de ne pas les éviter, en fait. Finalement, vous le disiez tout à l'heure, il y a certains mots qui provoquent tout de suite une détention quand on les prononce, et finalement, les éviter ne règle rien et n'aide pas à penser. C'est surtout ça le problème. Donc, quand vous dites nègre et blanc, il y a une vraie articulation entre les deux, une articulation historique située dans le temps, c'est-à-dire que le nègre précède le blanc. Et la fiction du nègre, comme vous dites, a conditionné finalement l'apparition de cette catégorie construite des blancs. Donc il y a une vraie interdépendance entre les deux. Et il n'y a pas de blanc comme catégorie si on n'invente pas avant le nègre. Donc finalement, employer les bons mots, comprendre d'où ils viennent, c'est aussi une forme de curiosité, de courage collectif pour affronter l'histoire. Si on veut en finir avec ces violences, qu'elles soient symboliques, psychologiques, physiques, même associées au racisme, et pour que ce soit considéré par tout le monde comme scandaleux, mais aussi que ça puisse éventuellement disparaître un jour, c'est très important d'utiliser ces mots entre guillemets politiquement incorrects. Oui, alors ça pose débat. D'ailleurs, moi-même, j'ai beaucoup réfléchi avant d'assumer ce titre. Le titre et presque le projet, effectivement, je l'ai construit autour du mot nègre, hein, parce que c'est sur ce mot que je voulais interpeller, mais effectivement avec quand même des réticences, parce que c'est vrai que c'est pas anodin de le prononcer, et c'est précisément pour ça que j'ai voulu partir de ce mot. Pourquoi aujourd'hui, 150 ans, 200 ans après les faits, on va dire, il est encore compliqué, mais grave même, d'employer ce mot. Pourquoi une telle actualité de ce mot qui renvoie en fait effectivement à une période historique, qui est celle de l'économie atlantique européenne, américaine, disons fin 17e, fin 18e siècle, où le mot effectivement avait un sens, a pris son sens en fait. Je crois d'ailleurs qu'il y a quelques semaines même, une enseignante d'une université au Canada a été licenciée pour avoir employé ce mot dans un cours. Donc, pour dire à quel point ce mot pose problème. Et pour autant, c'est justement sur ce point que je voulais interpeller. Quelle est l'actualité du mot nègre? Pourquoi le fait d'associer finalement l'Africain, le noir, à la figure de l'esclave, puisque c'est ça que veut dire le mot, pourquoi c'est encore actuel aujourd'hui? Voilà, derrière, il y a cette question. Et effectivement, ça m'a conduit à réfléchir à l'histoire de ce mot, son apparition, son usage, etc., et à comprendre que ce mot et sa teneur extrêmement violente, en fait, correspond à une période bien précise de cette histoire atlantique, c'est-à-dire le moment où les Européens ont eu recours à l'esclavage de manière très importante, où cette économie esclavagiste a été cruciale pour le développement européen et, disons, l'Amérique du Nord par la suite, et que cette violence, en fait, qui s'inscrivait donc dans le cadre de l'institution de l'esclavage, mais aussi de l'histoire du capitalisme, était finalement à l'origine d'une lecture raciale ou d'une notion de race, disons, qui s'est ensuite appliquée à différentes populations, et surtout que cette violence était encore présente. Voilà. Donc il y avait une réflexion à mener sur cette actualité de cette période atlantique esclavagiste. Et sur le fait que finalement l'invention de la catégorie blanc découle de cette construction de la catégorie nègre. Comment vous articulez les deux? Alors, en deux mots, disons que je vois apparaître le mot blanc comme catégorie qui va désigner un groupe social,
qui petit à petit va aussi désigner une catégorie administrative, politique, etc. Ce mot blanc, il apparaît précisément dans le contexte atlantique, c'est-à-dire dans les colonies européennes situées aux Amériques, qui sont fondées sur l'économie de plantation, c'est-à-dire qui reposent sur l'usage très important des esclaves. Et que dans cette société, en fait, assez rapidement, et par la violence même de l'esclavage, si vous voulez, il y a des individus qui sont des métis, des affranchis, qui sont ni esclaves ni libres, etc. Enfin, la société esclavagiste produit quelque chose d'un peu plus compliqué que simplement les maîtres et les esclaves. Et c'est précisément pour se distinguer de tout individu qui pouvait être apparenté d'une manière ou d'une autre à une origine esclave que le groupe des Blancs s'est constitué. Hein, la désignation même de Blanc, c'est pour se distinguer du nègre en réalité. Et donc c'est à partir... On crée du binaire pour nier le fait que le binaire n'existe pas. On crée la catégorie du blanc pour se protéger d'une possible affiliation avec une population esclave ou d'origine esclave. Voilà. Et dans le contexte où cette population, elle est majoritaire, hein, les esclaves, enfin les non-blancs, disons, sont majoritaires largement, et évidemment, le système esclavagiste est tellement un système de déséquilibre, hein, de violence instituée, systématique, infernale en fait, que cette société qui est en fait intenable, qui n'est même pas même difficile à tenir comme société, eh bien produit cette idée de blanc. Et c'est cette idée que finalement les blancs relèvent d'une catégorie naturelle, que sans qu'on l'explique ni par une quelconque théorie scientifique ni par rien du tout, cette catégorie naturelle, elle va servir ensuite à résoudre le grand paradoxe du cycle des révolutions démocratiques qui va surgir juste après, à la fin de cette période, fin 18e, début 19e. Et donc on parle d'une invention pure en fait, hein, cette fiction du blanc et cette fiction de la race finalement qui vient succéder à l'institution esclavagiste puis aux colonisations et qui survit. Donc cet ordre-là survit à travers la notion de race. Et vous dites, c'est une partie très très intéressante de votre réflexion que en vous appuyant d'ailleurs sur un anthropologue qui s'appelle Claude Meillassoux, que finalement l'esclave c'est celui auquel on dénie le statut de parent et à la limite aussi à qui on dénie un genre, c'est-à-dire que c'est complètement indifférencié, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, évidemment en transformant des personnes en marchandises, on nie aussi leur humanité, mais au-delà de ça, c'est vraiment le fait de ne plus appartenir à un groupe humain qui fait le statut d'esclave. Alors cette notion d'appartenance à la parenté, elle est effectivement fondamentale pour comprendre le processus d'une part de l'esclavage, mais aussi plus tard de la race, puisqu'effectivement, ce qu'on peut très facilement établir, c'est que la notion de race prend le relais de l'esclavage à partir du moment où on envisage l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire, il y a une espèce de transition où on voit s'installer la théorie raciale à la place, alors pas forcément avec toutes les mêmes fonctions, mais en tout cas à la place de l'institution violente de l'esclavage. Et donc, du coup, effectivement, c'est très important de comprendre ce qu'est l'esclavage. Et cet anthropologue, Claude Meillassoux, en a donné une analyse qui est absolument lumineuse et qui ça permet de comprendre toutes les situations, y compris du racisme actuel. C'est effectivement de caractériser l'esclave comme un non-parent. C'est-à-dire, c'est un individu qui, dans la société dans laquelle il est employé ou dans laquelle il vit, ne peut pas participer à la parenté. Il ne peut pas être père ou mère d'un enfant libre, membre du groupe, d'un citoyen, voilà.
Et cette impossibilité, qui veut dire qu'il ne va pas transmettre de filiation, qu'il ne va pas pouvoir non plus transmettre de biens, enfin voilà, la privation, disons, de ces attributs de parents est la condition par laquelle on peut aliéner ces activités humaines. Donc il ne s'agit pas tellement d'en faire un non-humain, mais en tout cas d'en faire un humain à qui on peut dont on peut s'approprier les activités. Ça va être le travail, mais ça peut être aussi l'affection, l'attention, ça peut être, voilà, je ne sais pas, pour les nourrices qui nourrissent les enfants au sein, etc. Voilà, tous des attributs humains qui sont en fait possiblement des choses, des marchandises, quelque chose qu'on peut posséder, qu'on peut échanger, qu'on peut vendre, bien sûr. Et donc, cette idée que le travail, à cette occasion, devient une marchandise. Donc, c'est un procédé qui est fondamental, parce qu'il a été d'abord probablement une condition du développement du capitalisme, hein, la possibilité de faire du travail une marchandise à grande échelle. Et d'autre part, il explique aussi la violence symbolique qui s'applique aux esclaves et plus tard à ceux concernés par une distinction raciale. C'est-à-dire que fondamentalement s'applique l'esclavage et puis la race s'applique sur des individus dont il s'agit d'exclure fondamentalement du groupe de référence, la nation, la communauté, voilà, pour pouvoir en aliéner une partie des activités, et évidemment ça va se faire avec de la violence. Donc c'est vrai que le plus évident et le plus simple à comprendre, c'est le travail. C'est la possibilité de s'aliéner le travail d'un esclave, bien sûr, puis d'un affranchi, ou disons d'un individu qui ne pourra jamais sortir du stigmate de son origine esclave, parce que, in fine, on a l'intention de rendre son travail disponible pour le groupe qui l'emploie. Et c'est pour cette raison que je termine juste avec le genre, puisque vous m'avez posé la question. Ces attributs, enfin cette exclusion de la parenté, effectivement, elle implique que ce n'est pas en tant que père ou mère ou possible reproducteur, disons, que ces individus esclaves sont considérés dans la société qui les emploie. Ils perdent en fait leur attribut de genre, leur attribut d'identité sexuelle, puisqu'ils ne sont jamais considérés comme de potentiels parents. Et ça, effectivement, c'est une dimension qu'on va aussi, enfin, qui permet aussi d'analyser la situation, notamment le regard sexualisant voilà, qui va aussi porter sur les esclaves, mais d'une autre manière. Et vous dites d'ailleurs que le renouvellement finalement de cette force de travail que représentent les esclaves ne se fait pas tant par la reproduction que par le fait d'aller chercher toujours plus de nouvelles personnes à aliéner. Finalement, c'est vraiment la réduction pure et dure à une marchandise jusque-là, quoi. Oui, le grand principe de l'esclavage, puisque les esclaves ne font pas partie de la parenté, ils ne sont pas reproduits, ils ne se reproduisent pas à l'intérieur du groupe. Donc il faut forcément aller les chercher ailleurs, les extraire d'un autre groupe social, et souvent cette extraction est la première violence qui permet de les instituer comme esclaves. Hein, c'est le cas de la traite atlantique, mais de tous les systèmes esclavagistes, en fait. Et donc cette externalité ou cette extériorité des esclaves, c'est aussi très important à comprendre, et notamment à comprendre pour la suite, disons, de cette économie atlantique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, grosso modo, les grandes révolutions, je pense aux États-Unis et à la France, établissent l'égalité naturelle et la liberté des hommes, établissent aussi petit à petit dans tout cet espace atlantique l'idée que le politique, le territoire, le gouvernement a pour source la nation, donc une communauté de citoyens plus ou moins égaux, plus ou moins libres. Eh bien, la question c'est comment continuer cette économie atlantique qui a une place considérable, je pense à la production coloniale. On dit que à la fin du XVIIIe siècle, pour la France par exemple, c'est
c'est à peu près 1/8 des ressources françaises, donc c'est l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui l'industrie, hein, actuellement en France. Comment continuer cette production et alors même qu'on ne peut plus, enfin voilà, qu'on a aboli l'esclavage et que ça n'est plus tenable sur le plan de nos organisations politiques et philosophiques et morales, etc. Et donc c'est là que la race joue son rôle, puisque comme je disais, jamais de manière explicite, enfin démontrée ou scientifique, elle est quand même présente pour expliquer comment on a besoin justement d'aller se fournir en main-d'œuvre, en travail, donc ailleurs que sur le territoire. Et c'est ce qui explique notamment l'utilisation de la race dans l'entreprise coloniale, hein, qui accompagne, c'est une théorie une notion qui va accompagner l'entreprise coloniale et qui va surtout permettre de décliner un grand nombre de situations. Hein, parce qu'au XIXe siècle, il ne s'agit pas simplement d'aller chercher des esclaves africains pour les utiliser dans les plantations américaines. Il y a toute une variation de la production coloniale, disons, évolue avec plein de nuances. Alors il y a des terres qu'on va occuper, puis on va faire venir des populations d'une autre région pour produire. Il y a des terres, au contraire, on va demander à des colons d'occuper ces espaces et donc de s'installer avec leur famille et de devenir des parents, enfin des parents un peu de seconde zone, mais quand même. Et donc tout ça, c'est assez nuancé. Et la race, justement, permet de distinguer. Alors il y a par exemple, les ethnies africaines sont déclinées selon plus ou moins en fait ce qu'on attend d'eux dans ce système économique, soit qu'ils soient des travailleurs, hein, dont on aliène le travail, soit qu'ils soient des semi-colons, hein, qui vont plus ou moins s'installer, peut-être même servir d'intermédiaire pour utiliser le travail d'un autre groupe, et donc on va les considérer d'une race de maîtres ou une race de seigneurs ou quelque chose comme ça. Enfin, toutes les théories raciales, donc, finalement, accompagnent cette organisation assez complexe des empires européens au long du XIXe siècle. Alors, et je dirais même, oui, je dirais même que cette notion de travail qui nous vient en fait de l'économie atlantique, qui est le travail esclave, elle se métamorphose, le travail esclave se métamorphose, y compris pour nourrir l'industrie européenne et la révolution industrielle européenne et atlantique. C'est-à-dire que ce travail aliéné, il est assuré par alors c'est ce que Meillassoux appelle des travailleurs pour autrui. C'est-à-dire que comme ils ne sont pas parents, ils ne travaillent, ce n'est pas un travail pour soi, pour sa famille, pour son avenir, pour la génération suivante, etc. C'est un travail pour autrui qui est détourné de sa société de départ pour servir dans une autre société, qui est en l'occurrence la société esclavagiste. Et donc ce travail pour autrui, il est aussi nécessaire pour l'industrie, par exemple, hein. Donc c'est le sens même du développement du premier prolétariat, des migrants qui arrivent des campagnes, qui arrivent des régions voisines et qui s'offrent pour leur travail. Oui, ça dépasse finalement la question de l'ordre racial. C'est-à-dire que là, on rentre aussi dans cette question-là, elle vient conditionner les inégalités sociales, la lutte des classes de manière beaucoup plus générale finalement. Alors, la race, disons, organise des classes sociales. Hein. Si je dis la différence entre le petit colon polonais dans les colonies d'Afrique allemande, par exemple, il a un rôle, un statut un peu intermédiaire de l'Africain indigène qui va être quasiment un travailleur esclave. Voilà, il y a toute une nuance. Mais ces nuances, elles sont présentes aussi à l'intérieur des métropoles. Il ne faut pas forcément... il y a une continuité. Parce que c'est le caractère de ce travail moderne qui est au cœur de notre économie moderne, capitaliste, et qui, alors, avec des nuances, c'est que à partir du moment où on va attendre dans cette économie que les travailleurs se reproduisent, hein, qu'on a besoin qu'ils se reproduisent, parce qu'on ne peut plus aller les acheter, parce qu'ils ne se déplacent plus tout seuls spontanément par l'immigration, eh bien là, on va leur accorder une certaine parentalité, si vous voulez.
Et là, les inégalités, enfin des statuts différents peuvent apparaître, des places symboliques au sein des sociétés peuvent apparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce travail pour autrui, qui était le travail esclave, et qui était dans un premier temps celui des prolétaires industriels européens, il va être, grâce à la lutte de ces travailleurs européens, des luttes sociales, il va être resocialisé, c'est-à-dire qu'à nouveau, le travail donnera un sens social, voilà, une réciprocité, voilà, par exemple, dans le fait de contribuer à la sécurité sociale, aux impôts, etc. Donc là, ces travailleurs pour autrui redeviennent des membres de la société, appartiennent à la société dans une certaine mesure, avec des inégalités bien sûr. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de travailleurs, par exemple, qui ne contribuent pas aux systèmes sociaux ou qui n'ont pas de papier, ou voilà, eux vont voilà. Et ça, c'est le principe de la race permet toute cette déclinaison, toutes ces nuances, et souvent justifie dans l'établissement de ces différentes catégories l'usage de la violence qui va être nécessaire pour déplacer un groupe, retenir, contenir, attirer, etc. Le travail là où on en a besoin. D'accord. Donc, au fond, les institutions ont disparu, mais la grille de lecture qu'elles ont installée est toujours opératoire, en fait. C'est ça que vous nous expliquez. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ces survivances dans l'organisation du travail aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, la difficulté à évoluer vers certains postes en fonction de son origine raciale, sociale, les deux. Voilà, est-ce que aujourd'hui vous avez en tête, je sais que dans votre livre vous évoquez les musées, je crois, et quelque chose qu'on a tous déjà observé, c'est-à-dire qu'il y a une vraie répartition en fonction du type de travail, voilà, visiblement organisé en fonction aussi des origines des uns et des autres. Parmi les gardiens et gardiennes de salle, on verra plus souvent des gens racisés, des personnes racisées que des blancs, pour reprendre cette terminologie. Oui, effectivement c'est un très bon exemple. Si on reconstitue en fait l'origine de ces catégories et leur actualité dans notre organisation actuelle, c'est évident que la race détermine des frontières qui sont pas forcément des frontières légales ou explicites, mais qui existent dans la société et qui continuent d'organiser la place des uns et des autres dans nos systèmes. Alors, le musée, c'est un très bon exemple. On pourrait même prendre l'exemple de l'université, voilà, parce que, bon, moi, c'est aussi un espace que je pratique, donc je sais bien qui va être au nettoyage des locaux, qui va être à la sécurité, qui va être chez les appariteurs, qui va être, voilà. Alors, c'est pas systématique, évidemment, mais quand même, on est habitué à cette répartition, et j'imagine que si tout d'un coup, par un espèce de jeu de bonneteau, on échangeait les places, on serait très surpris. On serait très surpris de ne pas trouver les bons groupes qu'on identifie comme de telle origine ou de telle apparence à la place à laquelle on est habitué à les trouver. Et donc, ce qui est sûr, c'est que tout un tas de... Voilà. Après, c'est la sociologie qui permet de l'analyser, mais comment on en arrive effectivement à ne pas pouvoir dépasser telle ou telle frontière sociale ou occuper telle ou telle place, etc. Mais en tout cas, nous continuons à fonctionner avec des catégories qui incluent des travailleurs pour autrui, hein, des travailleurs domestiques dont on attend finalement qu'ils travaillent plus pour les enfants des autres, par exemple, enfin nos enfants, que leurs propres enfants. Voilà, ça c'est des choses qui existent dans la société, qui sont très... Ça, c'est le racisme ordinaire, par exemple. Oui, exactement. Si ces rôles restent tellement assignés de façon à la fois visible et taboue, c'est peut-être aussi parce qu'on ne fait pas assez collectivement ce travail de déconstruction, d'exploration d'un inconscient collectif finalement autour de ces questions. Parce que pardon, je vous interromps, mais votre enquête est à la fois historique, épistémologique, et j'ai trouvé aussi assez psychanalytique, puisque vous décrivez une forme d'emprise
collective de cette histoire et du déni autour de cette histoire, parce que elle ne concerne pas seulement les personnes racisées, elle ne concerne pas seulement les personnes ouvertement racistes, mais elle concerne tout le monde. Donc en fait, vous retracez cette histoire de la violence, et en soulignant ça, vous donnez aussi du pouvoir potentiellement sur l'évolution de nos sociétés vers plus de justice sociale. Est-ce que cette idée-là de peut-être affronter cet inconscient qui joue contre le progressisme a guidé votre réflexion? Oui, exactement. En fait, je crois même, on aurait peut-être pu commencer par là, parce que comment ça se fait que nous savons que le racisme c'est mal, hein, je parlais de notre éducation profonde, de notre culture européenne démocratique. Nous savons que les discriminations, voilà, correspondent à du racisme, etc. Nous faisons l'analyse, et pourtant la société évolue peu, en tout cas, enfin peut-être qu'elle évolue en ce moment d'ailleurs, mais voilà, on est encore très accrochés. D'ailleurs, on voit bien que quand on soulève ces débats-là, ça génère des réactions parfois excessives, fortes, voilà, sur la défensive. Mais non, je ne suis pas. Mais non, je ne vois pas les couleurs. Mais non, la République n'est pas raciste, etc. Qui sont un petit peu, enfin, difficiles à comprendre. Donc effectivement, si on peut pas s'adresser directement à notre partie droite du cerveau, qui est dans le raisonnement et la démonstration, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'est là qu'une approche peut-être plus, alors, disons, on va dire, inspirée de la psychanalyse, ou disons de la psychologie, tout simplement, est intéressante, parce que ça va chercher à l'endroit qui bloque, c'est-à-dire le déni. Le déni ou le voile, disons, le fait de voiler, de ne pas vouloir voir en face ou admettre que. Et là, on peut comprendre que la violence de l'expérience atlantique et la violence des rapports sociaux qui sont permises par l'esclavage puis par la race reste quelque chose de difficile à affronter, et surtout que cette violence, elle est au cœur de notre système. Alors, c'est pour ça qu'il faut revenir à la question des révolutions démocratiques, enfin cette séquence historique très précise donc des révolutions démocratiques, parce que au moment où nous avons établi donc l'égalité, la liberté naturelle dans l'espace atlantique, France, États-Unis, enfin États-Unis, France et plus tard l'ensemble des nations européennes et américaines, eh bien nous étions dans un contexte esclavagiste très fort. L'économie esclavagiste était à son maximum. Et donc, nous étions, enfin, les sociétés européennes, au moment justement où elles vont se définir comme blanches, eh bien, elles étaient dans un paradoxe très important, qui a à la fois établi les règles de la parenté, de notre parenté actuelle, les codes civils, nos constitutions, nos déclarations des droits, etc., qui sont nos piliers, notre socle culturel, anthropologique, moral, etc. Et alors même que ceux qui ont établi ces lois et ces règles, les élites les plus éclairées, étaient dans ce paradoxe à l'époque, d'une inégalité évidente, puisque c'était une société complètement qui baignait complètement dans la violence esclavagiste. Et donc, dès qu'on revient à ce moment un petit peu traumatique, eh bien, on risque aussi d'être fragilisé sur nos bases. Et c'est pourquoi, en fait, et on voit très bien, par exemple, quand on touche aux règles de la parenté, on a vu ça avec le mariage pour tous, ça a suscité un débat, presque inattendu, démesuré. Eh bien, parce qu'en fait, on est en train de toucher à ces bases-là, et derrière ces bases-là, il y a une fragilité. Il y a une fragilité, c'est le paradoxe fondamental de la civilisation occidentale, c'est de à la fois s'étendre infiniment sur le projet de l'émancipation individuelle et de l'égalité, et à la fois, tout en s'étendant, produisant toujours plus de violence, toujours plus d'aliénation, toujours plus d'inégalités fondamentales. Donc,
voilà, on en est au cœur de ces discussions-là aujourd'hui. Oui, et peut-être avant de prendre quelques questions, juste pour conclure, Aurélia Michel, est-ce qu'on peut quand même parler de ce qui bouge, de ce qui évolue? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Est-ce qu'on peut se dire que peut-être cette construction historique du racisme a des chances de vaciller un jour ou l'autre? Est-ce qu'il y a des signaux faibles qui permettent de l'espérer aujourd'hui? Et si oui, lesquels? Je pense qu'il y en a plein. On est justement, et c'est pour ça que les débats sont si agressifs et sont si outrés, c'est qu'on est en train de remettre en cause ce système par des processus inévitables qui sont des processus démographiques. Hein, le fait que le paradoxe peut pas tenir toujours, hein, quand des générations et des générations de jeunes citoyens à qui on a expliqué depuis qu'ils sont rentrés à l'école qu'ils sont des citoyens de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, s'indignent tout à fait naturellement de constater que ça n'est pas le cas. Et ça, par exemple, c'est une indignation qui est partagée largement, bien au-delà des premières victimes ou disons des premiers concernés par ces logiques racistes. Et donc, on voit très bien, par exemple, comment derrière, suite à la mort de George Floyd et donc la mobilisation qui a été réalisée par Assa Traoré et le comité Adama, la mobilisation était générationnelle, à majorité de jeunes, mais en tout cas, voilà, avec une base sociale nouvelle, avec des gens qui s'exprimaient peut-être pour la première fois en manifestant ou sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est ça qui est en train de bouger. Alors, autre signal ou signaux faibles que j'enregistre, moi, c'est justement le fait que ce racisme, il est aussi explicité. Alors là, je prends un petit peu les choses à rebours. Bien sûr, il est affolant de constater qu'on peut s'exprimer assez librement maintenant sur ses opinions racistes, voilà, le suprémacisme blanc aux États-Unis, mais même souvent en France, on entend des choses de plus en plus aberrantes qu'on n'aurait jamais osé prononcer il y a 20 ans, je pense. Hein, on aurait été tout de suite criminalisé, etc., parce que le racisme est un crime, c'est un délit en tout cas. Donc, cette possibilité aujourd'hui de s'exprimer ouvertement sur ses positions racistes, etc., je veux l'interpréter comme finalement un système qui est en train de se fragiliser. C'est-à-dire, si on a besoin de faire 8 pages sur Daniel Obono déguisé en esclave, etc., et d'en remettre 3 couches et d'être complètement outrancier sur ces questions-là, c'est qu'on court derrière à affirmer quelque chose qui est en train de vaciller, et je crois que c'est le cas. Je crois que moi, en tout cas, le racisme que je voudrais combattre, que j'essaye de combattre, ça n'est pas le racisme outrancier. Il faut le faire aussi, bien sûr, mais c'est plutôt ce racisme qui n'est pas dit, qui est au cœur de nos systèmes économiques, sociaux, de nos habitudes, etc., et qui finalement, par les réactions récentes, doit aujourd'hui être explicité. Il est poussé à être explicité, et on entend voilà, des hommes politiques qui prononcent des phrases, enfin qu'on pensait sans partager forcément leurs opinions, on pensait qu'ils partageaient en tout cas le consensus de l'antiracisme. Et on se rend compte que non, c'est pas le cas, et ça se dit, alors c'est terrifiant, mais c'est le signe que les choses bougent. Donc le déboulonnage est en cours. Merci beaucoup Aurélia Michel. Je me permets, comme je vois qu'il reste plus beaucoup de temps, de vous poser une ou deux questions qui ont été remontées depuis le public. Est-ce qu'il existe un mouvement du même type que la négritude outre-Atlantique? C'est-à-dire, dans l'espace francophone, il y a eu la négritude. Est-ce que on peut penser à des équivalents outre-Atlantique? Je rappelle que la négritude, c'est vraiment ce retournement du stigmate, hein, justement par rapport à ce terme de nègre que vous évoquiez tout à l'heure et qui équivaut en fait au mot esclave. Oui, il y en a, parce que la négritude, de toute façon, c'est un mouvement transatlantique. Hein, c'est un mouvement qui circule en permanence dans l'Atlantique, des Amériques à l'Afrique, à l'Europe, etc. C'est pas simplement un mouvement francophone, on va dire,
ni français, bien sûr. Et effectivement, il y en a toutes sortes de... voilà, les années, disons, les années 20, les années 30 du XXe siècle sont des années où on voit s'élaborer voilà, différentes formes d'émancipation qui vont s'appuyer précisément sur cette condition nègre, dit Aimé Césaire, ou sur cette identité qui est une identité historique, celui qui a traversé l'Atlantique, ou ses descendants, et qui est partagé et qui circule et qui est peut-être un des endroits littéraires, philosophiques, artistiques le plus qui a le mieux, en tout cas qui est la source d'une modernité philosophique, une modernité politique dont on n'a pas encore saisi tout à fait la portée et qu'on n'a pas fini d'explorer. Et je crois qu'effectivement, il faut beaucoup s'intéresser, pas simplement à la négritude dans l'espace francophone, mais dans tous ces mouvements artistiques, politiques, et ça passe aussi par la musique, beaucoup même, qui explorent au fond notre modernité politique, parce que c'est depuis l'endroit de cette espèce de bug que j'évoquais tout à l'heure, le paradoxe de l'Occident. Eh bien, depuis cet endroit-là, on nous dit quelque chose, voilà, il s'élabore quelque chose, et il faut les prendre en compte de façon très sérieuse. Oui, c'est-à-dire que même dans l'art contemporain, dans la musique, en sortant des questions d'appropriation culturelle qui nous mèneraient beaucoup trop loin, mais il y a vraiment aussi là des choses qui s'expriment de cette capacité collective à explorer ces questions et cet inconscient de l'ordre racial finalement. Alors, je pense qu'on a le temps pour une toute dernière question, sans doute pas plus. Alors, il y a une question qui nous est posée sur la domination des Blancs sur les Noirs. Est-ce qu'elle a été justifiée scientifiquement à l'époque? Donc, on a défini cet ordre racial, notamment via l'anthropologie et aussi par l'intermédiaire de la religion. Alors, c'est une très bonne question. Oui, je vais répondre très rapidement. Il faut se rendre compte, parce que c'est une idée reçue. La science n'a jamais justifié la domination. Il y a de la domination, il y a tout un système économique, de pouvoir, politique, etc., qui s'est donc élaboré dans cette période atlantique. Et il y a en même temps un discours scientifique qui aussi progresse et qui est important dans ces sociétés-là. Et ce qui se passe, c'est que les scientifiques, qui sont aussi des gens qui appartiennent à ces élites, à ce système, qui y contribuent, eh bien, sont eux-mêmes empreints de cette réalité de la race et du post-esclavage. Donc, ça va se croiser dans leur discours. Ils vont effectivement donner de l'eau au moulin de l'entreprise coloniale de domination, mais ça n'est pas une théorie scientifique. Et ça, c'est très important. Merci, magnifique conclusion, juste à temps, avant que nous devions rendre l'antenne. Merci beaucoup Aurélia Michel pour toutes vos réponses. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion. Je crois que Samia a une petite conclusion à apporter. Merci beaucoup Aurélia Michel et merci beaucoup Sonia Zanat pour cet échange très très riche. Merci au public qui a été très présent. Il y avait de nombreuses questions. Et le Festival des idées Paris continue avec un webinaire qui va commencer à 15h et qui est intitulé « Quand l'indignation se mondialise ». À très vite sur la prochaine session.